Chers Thaï, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 11 juillet de l'an 2021 et nous sommes ensemble réunis grâce notamment à la Maison de l'Inspire qui nous offre l'opportunité de nous réunir souvent et aussi grâce à quelque chose que nous avons tous et toutes déjà en nous. Et c'est quelque chose que nous allons explorer ensemble, à savoir la graine d'éveil, la capacité d'aimer, la capacité de comprendre et de voir le monde tel qu'il est. Donc j'aimerais vous proposer, on va commencer ensemble la session avec une méditation guidée. Donc vous pouvez prendre conscience de votre corps, de votre posture, fermez les yeux, mettez-vous à l'aise, à la fois détendu mais concentré, alerte. Vérifiez bien que l'alignement de votre tête, la colonne vertébrale, la tête ni en avant ni en arrière, le buste un peu ouvert pour faciliter le souffle. Si vous êtes assis sur une chaise, vérifiez bien que vous avez vos deux pieds bien ancrés. Si vous êtes assis sur un coussin, vérifiez bien votre posture, solide, stable. Prendre conscience de notre respiration, du souffle qui va et vient, sans changer quoi que ce soit. Juste être attentif à ce qui se passe. Le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. L'air qui rentre par nos narines. Toutes les sensations dont vous êtes conscient, consciente. On s'installe dans le moment, dans l'instant, dans notre corps. Grâce au souffle, à l'inspire et à l'expire. Prendre conscience de la merveille qui est notre corps, tous les organes qui fonctionnent sans qu'on ait besoin de leur dire quoi faire. Ce miracle de la vie. Nous pouvons sourire à notre corps avec bienveillance, avec respect. En inspirant, je viens toucher en moi l'élément de beauté, l'élément de joie, de fraîcheur, comme une fleur, un enfant émerveillé par la vie. J'expire, je suis une fleur, je suis un enfant avec les yeux émerveillés. J'inspire, je touche la beauté en moi. J'expire, je souris.
J'inspire et je me mets en contact avec l'élément de stabilité, de solidité, d'ancrage en moi, comme une montagne, comme un arbre bien enraciné, avec un tronc bien solide. J'expire. Je suis une montagne. Je suis un arbre bien enraciné, bien solide, majestueux. J'inspire. Je touche la solidité en moi. J'expire. Je suis une montagne, un arbre. Je souris à la montagne en moi. J'invite toutes mes cellules, tout mon corps et mon esprit à être montagne, à être un arbre bien enraciné. J'inspire. Je me mets en contact maintenant avec l'élément de paix, de sérénité, de calme, de silence qui sont en moi. J'expire. Je me vois comme un lac calme, un très beau lac qui reflète les nuages, le ciel, la lune. J'inspire, je touche la quiétude, la sérénité en moi. J'expire, je suis un lac calme, sans vagues, qui reflète le ciel, la lune. J'invite toutes mes cellules, tout mon corps et mon esprit à être calme. Je suis un lac
Et je regarde le ciel, l'immensité du ciel, l'espace, les étoiles, l'immensité de l'univers au-dessus de moi. J'inspire, je me mets en contact avec l'espace, un sentiment de liberté, d'ouverture, comme le ciel. J'expire, je suis le ciel, les étoiles, le cosmos, grand, 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 grand. J'invite toutes mes cellules à être univers, cosmos. J'inspire et je sais que ces éléments sont toujours présents en moi. J'expire. Je prends soin et je cultive ces éléments en moi. Le calme, la sérénité, la stabilité, la fraîcheur, la joie et ce sentiment de liberté, d'espace sont là déjà en moi. Inspire, je me réjouis de mon inspiration. J'expire. C'est un moment merveilleux de pouvoir toucher ces éléments en moi et autour de moi. Nous pouvons écouter un son de cloche pour terminer la petite méditation guidée. Nous venons de faire ensemble une méditation que notre maître a inventée surtout pour les enfants. Ça s'appelle les méditations des cailloux. Où en principe, pour chaque élément, on demande aux enfants de choisir un caillou, de faire une petite poche et de mettre les cailloux dans la poche pour leur donner cette confiance que malgré tout ce qui se passe, dans tout ce qui peut arriver dans leur vie, ils ont cette capacité d'être une montagne, d'être fraîche comme une fleur et d'être calme aussi. Donc au village des Pruniers, c'est une pratique qu'on aime beaucoup faire avec les enfants. Et j'espère aussi que vous avez bien pu expérimenter que ça vaut aussi pour nous. Donc, ce n'est pas que pour les enfants, mais aussi
pour les enfants un peu plus vieux. De pouvoir toucher, cultiver, être conscient qu'on a cette possibilité en nous, ici, maintenant, qu'on n'a même pas besoin d'aller quelque part, qu'on n'a même pas besoin d'attendre demain, que tout est déjà disponible dans le moment présent. Ça fait déjà beaucoup d'années que la méditation, la pleine conscience est devenue, comment dire, à la mode. Je vais dire ça comme ça, à la mode. Et tant mieux, à la limite, hein, vaut mieux ça qu'autre chose. Et on oublie souvent que la méditation, la pleine conscience, c'est pas juste quelque chose pour atteindre, voilà, pour atteindre un certain but, même s'il y a une partie de ça qui est vraie. Mais c'est aussi et avant tout une manière de vivre. C'est quelque chose qui va faire partie de notre vie. Et souvent, quand les personnes viennent au village ou venaient au village avant la pandémie, on demandait toujours aux personnes de laisser de côté la vie quotidienne et de vraiment se plonger à 100% dans la retraite, dans les pratiques que nous proposons, pour leur permettre de vraiment goûter, toucher, expérimenter toutes les facettes de la méditation, de la pleine conscience. Et notre maître Thay insiste beaucoup là-dessus, puisque dans notre tradition, nous nous asseyons seulement 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ensemble. Formellement, ça ne nous empêche pas de le faire individuellement en plus. Et le reste du temps, on s'attache aux choses quotidiennes, laver les légumes, faire la cuisine, faire la vaisselle, balayer, avoir des meetings, être devant l'ordinateur, voilà, comme tout le monde. Et c'est la manière de le faire que Thay et cette pratique de pleine conscience change. Notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes, évidemment, change, ça nous transforme. Et ça peut nous guérir aussi. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs aspects. J'avais donné le titre de l'art de prendre refuge. Et finalement, on ne va pas beaucoup en parler. Parce que je n'ai pas forcément beaucoup de connaissances sur le bouddhisme, déjà. Et ce n'est pas du tout mon intention justement d'être trop bouddhiste. Et donc, du coup, c'est quand même un sujet très important de pouvoir et de savoir prendre refuge. Et évidemment, ça c'est pour tout le monde. On va tous et toutes se retrouver à un moment donné dans notre vie, et on s'est tous retrouvés à un moment donné dans notre vie déjà, dans des situations où, seul, on n'y arrive pas. Ou alors, on prend refuge dans des choses
pour nous échapper, pour fuir. Et notre société d'aujourd'hui nous fournit en abondance dans ce domaine-là. Donc, prendre refuge, savoir prendre refuge, pouvoir prendre refuge est quelque chose de très important. Donc, peut-être une question que je peux vous poser, et puis vous pouvez réfléchir à ça après l'enseignement, avec une feuille, et contempler un peu vos habitudes. Quand il y a quelque chose qui se passe, une situation difficile, qui peut faire se manifester de la peur, de l'angoisse, de la jalousie, de la tristesse, voilà, des grosses émotions comme ça. Vous le ferez à la maison, tout seul, donc soyez honnête avec vous-même. En quoi est-ce que vous prenez refuge? Tout de suite. Quels sont vos lieux de refuge? Quelles sont les personnes qui sont vos refuges? Quels sont les objets qui sont vos refuges? Donc, évidemment, dans la tradition bouddhiste, j'y viens, on a ce qu'on appelle les 3 joyaux. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je vais partager une image. Excusez-moi, je ne suis pas très douée. Voilà. Les 3 joyaux, que sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha, évidemment, c'est le Bouddha historique, Shakyamuni, qui est un peu, dans notre tradition, notre maître ancestral. Mais évidemment, il n'y a pas que lui. Il y a après toute la lignée, tous les grands êtres, tous les êtres éveillés. Et j'ai presque envie de dire qu'ils soient bouddhistes ou pas bouddhistes. L'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, les grands saints, les grandes saintes. Ce sont des personnes qui ont vécu de telle manière que, donc j'ai écrit des petites choses, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée, c'est bien plus vaste que ça, qui ont vécu leur vie avec compassion, avec une joie de vivre, avec une sagesse, une vision profonde. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas refuge en eux, hein? Un des obstacles, c'est le doute. Le doute en nous-mêmes, et aussi le doute envers ces grands êtres. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et toutes les informations qui vont très 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 vite, la graine du doute est beaucoup arrosée en nous. Donc de savoir faire confiance à des personnes qui ont montré, de par leur vie, de par ce qu'ils ont fait, que c'est possible, et de pouvoir avoir de tels refuges pour nous inspirer. On n'a pas forcément besoin d'avoir un but de devenir comme un tel et un tel, c'est pas du tout ça. Mais pour toucher cette graine,
en nous. Et c'est bien ce qui se passe, hein, quand on lit des lectures ou quand pour ceux et celles qui sont encore vivantes, des grands êtres ou où on a des archives qu'on peut voir sur YouTube. J'imagine que la plupart d'entre nous, quand on fait cette démarche déjà, de se mettre en lien avec ces personnes, c'est qu'on a envie d'être inspiré, c'est qu'on a envie que cette graine de sagesse, de compassion, de joie de vivre soit arrosée, soit vivante en nous. Et ces grands êtres nous, par leurs expériences, nous indiquent un chemin, une direction. Et dans la tradition bouddhiste, je crois que c'est 85 000, j'ai mis 80 000, mais je crois que c'est 85 000, mais bon, peu importe. Il y aurait 85 ou 80 000 portes du Dharma. Et c'est juste une manière symbolique de dire que c'est accessible à tout le monde et de 85 000 manières différentes. Et qu'il n'y a pas juste une manière de faire les choses. Et donc ça, c'est extraordinaire aussi, de savoir qu'il y a une carte, il y a un chemin, il y a une direction, et après, c'est à nous, chaque individu, de marcher, de prendre la carte et de marcher et de faire nos expériences. Dans le but, j'aime pas trop utiliser le mot but, mais bon, voilà, d'avoir dans nos cœurs, dans notre esprit, plus d'amour, de bonheur, de compréhension. Car si au bout du chemin, il n'y avait pas, voilà, il y avait pas ça, il y avait la haine, il y avait la rancœur, il y avait la jalousie, bon, à quoi bon marcher sur ce chemin? À quoi bon se fatiguer à passer 1 heure et demie à écouter quelqu'un? À quoi bon passer du temps à faire de l'assise? C'est parce qu'on sait, au fond de nous, qu'il y a quelque chose qui se passe vers plus de bonheur, vers moins de souffrance, plus d'amour, plus de pardon, de compréhension. Alors, ça prend du temps, ça peut prendre même plusieurs vies, mais on est sur le chemin. Et la Sangha, ben voilà, je pense qu'on est là ensemble. Et c'est quelque chose pour Thay et aussi pour le Bouddha. Juste après avoir atteint l'éveil, la première chose qu'il a fait, c'était d'aller voir ses 4 ou 5 amis pour créer cette Sangha pour ne pas être seul, et pour avoir l'énergie collective du groupe. Et ce qui est encore plus palpable quand on vit en communauté, donc nous les monastiques, peut-être il y en a parmi vous qui vivent en communauté, en famille évidemment, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont tissées en famille, donc c'est peut-être de se libérer de l'illusion qu'on est séparés. Que moi je suis moi, toi tu es toi, et voilà, ok, on vit ensemble, mais on n'a rien à voir ensemble. Quand on vit ensemble en communauté, tous les jours, et en famille évidemment c'est pareil, c'est encore plus puissant, mais comme il y a des choses qui travaillent dans le tréfonds, des fois on veut, oups là, on s'éloigne, on ne se parle plus, et en fait on oublie que profondément on est liés. Que nos ancêtres sont là, en nous,
toute la lignée des ancêtres et nos ancêtres humains, évidemment, mais aussi nos ancêtres animaux, végétaux, minéraux. Et quand on a cette conscience que nous sommes juste un être vivant parmi d'autres êtres vivants, on n'a plus besoin de se demander comment manger, comment consommer. Alors évidemment, c'est très difficile dans notre vie aujourd'hui de faire de tels choix, tellement il y a de choses qui nous entourent et qui ne respectent pas justement le vivant. Mais quand on est en pleine conscience que nous ne sommes pas séparés, qu'il y a en moi des ancêtres animaux, qu'il y a en moi des forêts, des fleuves, des rochers, des montagnes. Évidemment que j'aurai beaucoup plus de respect. Évidemment que je vais faire attention à ce que je consomme. D'avoir des amis sur le chemin, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'essentiel. Un des grands enseignements du Bouddha, c'était, peut-être que vous en avez entendu parler, je ne sais pas, parce qu'il y a différents noms, méditation, la méditation méta, la méditation de l'amour, la méditation de la compassion, la méditation, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Et en fait, ami spirituel, dans ami, c'est en fait le mot méta ou mitra. Donc, si vous avez déjà pratiqué cette méditation, qui, voilà, avec les réseaux, avec, comme je l'ai dit au tout début, la pleine conscience, la méditation est maintenant devenue quelque chose de connu, et tant mieux. C'est de pouvoir développer en nous cette bonté aimante. Donc il y a plusieurs traductions du mot méta ou mitra. Bonté aimante, bienveillance, et aussi, donc moi j'aime bien utiliser le mot amitié, ami. Et dans un enseignement, Thaï aussi a carrément utilisé le mot amour, en disant qu'on avait un peu spolié le mot et qu'il fallait lui redonner sa vraie valeur. Donc le mot amour ou amitié. Et donc d'être un ami, d'être une amie. Donc là, est-ce que vous vous imaginez? On peut fermer les yeux. Vous vous imaginez être ami avec tout le monde. Avoir cette attitude, cette relation amicale avec tout le monde, les êtres humains, et aussi avec les animaux, les végétaux, etc. Sincèrement, c'est pas forcément facile, surtout avec des personnes,
qui sont peut-être difficiles à vivre avec, difficiles à travailler avec. On va écouter un son de cloche. J'aimerais vous inviter à ce que vous puissiez toucher cet élément, cet autre élément, qui est cette capacité d'aimer, cette capacité d'offrir de la joie, d'offrir du bonheur, d'être à l'écoute, de pouvoir comprendre l'autre, comprendre sa souffrance, comprendre son bonheur. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui fait pas plaisir? Pour être vraiment pour offrir vraiment le meilleur à cette personne. On est tous différents et parfois on pense comprendre la personne, mais en fait on ne la comprend pas. Et on a l'intention d'aimer, mais à chaque fois on est à côté de la case. Donc de pouvoir écouter, de pouvoir regarder, comprendre et offrir notre joie et notre bonheur. On pense souvent connaître les personnes et aussi souvent quand on a des expériences, on va dire, peut-être douloureuses avec des personnes, notre tendance naturelle est de les cataloguer. Ah, celle-là, je l'aime bien, celle-là, je l'aime. Ah, l'autre jour, c'était chouette, je vais aller vers elle ou lui. Et on a une expérience plutôt avec de la colère ou de la frustration, on va essayer d'éviter cette personne. Et ce qu'on oublie, c'est que tout change, tout est impermanent, y compris nous et y compris les autres. Et si on arrive à être en pleine conscience, dans le moment, à ne pas être emprisonné, à ne pas être attaché à des idées ou à ce qui s'est passé il y a 2 jours, il y a 1 mois, il y a 10 ans, alors on peut se regarder, nous-mêmes, et regarder l'autre personne avec des yeux nouveaux. Là, j'ai pris un exemple avec des personnes, mais évidemment, ça vaut avec tout, notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Et cette capacité de pouvoir regarder le monde avec des yeux nouveaux, c'est aussi ce qu'on appelle l'esprit du débutant. L'esprit du débutant est quelque chose d'important plutôt dans la tradition zen.
mais qui est aussi lié à un esprit d'éveil, la bodhicitta. Et c'est ça aussi qui nous réunit aujourd'hui. C'est cette soif, cette envie, cet enthousiasme. Et une des choses qu'on pourrait essayer de se dire, c'est je ne sais pas. En fait, je ne sais pas qui tu es ou je ne sais pas qui je suis. Est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes? Pas sûr. Est-ce qu'on comprend tout ce que ce corps est capable de faire? Pas sûr, du tout. Et de pouvoir avoir cette conscience que tout change, que nous sommes comme une rivière qui coule sans arrêt, nous permet d'être libres, de toucher cette liberté. Et avec cette liberté, d'être comme un éveil à la vie. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 minutes? On ne sait pas. J'aimerais vous partager une... Voilà. Donc, body, chitta. Body, c'est éveil et chitta, c'est esprit. Donc, la bodhicitta, c'est quelque chose aussi de fondamental. C'est comme notre, on va dire, notre moteur, notre flamme. Et qui vaut dans toutes les traditions spirituelles, évidemment. Je ne me limite pas au bouddhisme ou à notre tradition. Et bodhicitta, donc ça peut être traduit comme l'esprit d'éveil ou l'esprit du débutant, comme j'en ai parlé. Et un maître zen renommé Suzuki disait que dans le regard de l'expert, quelqu'un qui voilà, expertise et qui connaît tout, il y a très peu de possibilités. Alors que dans les yeux du débutant, tous les possibles sont possibles. Parce qu'on n'est pas oui, lié à des notions, à des concepts, à des manières de penser. Et ce moment-là est toujours nouveau, parce que tout change. Tout le temps. Dans notre vie, tout va très vite. Vous êtes bien placé pour le savoir. Là, en ce moment, je suis en dehors du monastère et ça va vite. Et donc, je dois m'efforcer de ralentir, de prendre conscience de mes pas, de prendre conscience de ma respiration, de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de moi, dans la rue. Et de prendre conscience de tout ce qui se passe en moi et autour de moi. Et ça, c'est
l'aspect central de la pleine conscience. La pleine conscience a 4 objets. La pleine conscience, en chinois, le caractère chinois là que j'ai, le haut, c'est maintenant, et le bas, c'est le cœur ou l'esprit. Donc c'est le cœur, l'esprit est dans le maintenant. Okay, donc c'est pour ça aussi qu'on entend souvent parler de l'ici et maintenant. On est là, présent, maintenant, dans l'instant. Et les 4 objets de la pleine conscience sont notre corps, nos sensations, notre esprit et les objets de l'esprit. Donc les objets de l'esprit, en fait, ce sont tous les phénomènes, y compris notre corps, y compris nos sensations. Hein. Donc les objets de l'esprit, ça englobe vraiment tout. Et par rapport à l'esprit du débutant dont je viens de parler, avec l'esprit du débutant et de savoir que je ne sais pas, soit je reste avec bon, je ne sais pas, et puis bon, je m'en fiche, voilà, et je reste ignorant, ignorante, et ça va aussi. Ou alors, probablement qu'il y a une curiosité. Donc, d'avoir ce rapport, d'être curieux et d'observer ce qui se passe dans notre corps, dans nos sensations, dans notre esprit. Et de constater que ah ben là je suis pas en pleine conscience, là voilà, j'étais ailleurs, ça va, c'est bien, ça fait partie aussi du chemin, de savoir que de constater que bah voilà, j'ai déjà dit un truc en trop, j'aurais peut-être pas dû le dire, bon, c'est ok. Par rapport au fait de prendre refuge dans la Sangha, il y a aussi l'aspect de l'environnement. Quand vous venez au village des Pruniers, pour les personnes qui sont déjà venues ou qui viendront, ou aussi la maison de l'Inspire, je ne l'ai pas mentionné, ou vers de l'eau, la source guérissante. Vous arrivez dans un environnement avec des personnes qui pratiquent. Et cet environnement, voilà, vous englobe, d'accord? Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Vous n'êtes pas tout le temps en retraite dans des monastères. Et même en étant en retraite, il y a forcément des choses que vous allez voir, que vous allez entendre, que vous allez voilà, penser, qui vont arroser des graines, pas forcément positives, pour ne pas dire négatives. Des graines qui font monter la colère, qui font monter la frustration, qui font monter le désespoir, la tristesse. Et chaque personne est différente, selon aussi notre vécu, notre histoire. Il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Donc là encore, une curiosité à avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on arrive à
oui, à détecter, à reconnaître comment est-ce qu'on réagit quand on est face à une situation, quand on écoute, quand on voit quelque chose, quand on est avec une personne, quand on donne un enseignement. Et notre maître Thay nous a beaucoup expliqué de manière très simple un des aspects importants par rapport à être en chemin sur la voie de l'éveil, avoir plus d'amour, de compréhension, de joie de vivre, de paix. Tout ça, ça ne peut pas arriver si on est passif, ok? Si on laisse toutes les choses du monde rentrer par nos sens, y compris le mental. Et donc, un des aspects importants, c'est ce qu'on appelle les 4 efforts ou les 4 diligences. Parce que dans la notion d'effort, il y a, voilà, il y a cette intensité. J'aimerais vous partager encore une... J'espère que ça va, de vous partager des... Voilà. Donc, j'imagine que beaucoup sont familiers avec ce cercle qui représente nos consciences, nos consciences. En bas, c'est ce qu'on appelle la conscience du tréfonds qui contient toutes les graines, positives, négatives, neutres. Toutes les graines sont là. La joie, la paix, l'amour, la bienveillance, la colère, la haine, la violence, la tristesse, l'angoisse. Et au-dessus, c'est notre conscience du mental, le mental. Donc, c'est ce dont on est conscient, en fait, hein, la conscience du mental. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche par nos sens, si l'intensité est suffisamment grande, ça va venir réveiller, ça va venir titiller une graine dans notre conscience du tréfonds. Et il suffit que la graine de colère ou la graine de peur soit énorme, il suffit que l'intensité soit infime pour que ça vienne dans notre conscience du mental et qu'on soit submergé par la colère, la peur. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer. Et en fait, donc les 4 efforts, vous avez vu, j'ai mis plus, moins, plus, moins. Avec, donc sur le côté, avoir une attention appropriée, yoniso manaskara. Être attentif à ce que les graines positives soient touchées dans le tréfonds pour qu'elles puissent monter. Okay. Être attentif, conscient des graines positives qui sont déjà là. Et les garder le plus longtemps possible. Être conscient de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, qui arrose les graines négatives, la peur, le désespoir, dans notre conscience du tréfonds, et ne pas laisser ces choses arroser ces graines négatives. Et lorsque, c'est trop tard, la graine négative est déjà arrosée, est déjà dans le mental, trouver des moyens habiles pour
la faire redescendre tranquillement. On n'est pas là en train mince, comment on dit, de suppresser, non, suppress en anglais, bon, vous me comprenez, de mettre la cocotte minute et on n'ouvre pas la cocotte minute, on étouffe. C'est pas du tout ça. Hein. Et un autre exemple pour vous montrer un peu comment ça se passe. Aussi un exemple que notre maître a souvent partagé. L'exemple de la colère, par exemple. Donc en haut, c'est notre conscience du mental avec la conscience du tréfonds qui contient toutes les graines. Et là, c'est neutre, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, on voit quelqu'un ou on entend un truc et là, on explose. C'est la colère. D'accord? Donc le numéro 1, la colère est là. Et grâce à notre énergie de pleine conscience qu'on a commencé à développer, cultiver un petit peu tous les jours, avec tous les moyens habiles, on embrasse cette colère. On prend soin de cette colère. On lui dit, ah, je sais que tu es là. Ok, ok. Je respire, tu es là. Mais peut-être là, pour le moment, voilà, je ne sais pas quoi faire avec toi. Tu es trop grosse. Je m'occuperai de toi un peu plus tard, par exemple. Ou alors, si on se sent prêt, si on a des amis dans la Sangha, si on a des mentors à qui on peut demander de l'aide pour apprendre à regarder cette colère, prendre soin de cette colère. Il faut savoir, faut vraiment savoir si c'est le bon moment ou pas. Parce que parfois, ce n'est pas le bon moment. Et après, on est encore plus submergé. Si on commence à regarder profondément les racines de la colère, etc., on s'embourbe. Et pourquoi est-ce que Tai préfère utiliser le mot diligence plutôt? Je ne sais pas si ça se dit diligence en français. Si, je pense, être diligent. Si, être diligent, être continu. Au lieu du mot effort, c'est parce que aussi, dans le mot effort, il y a une idée de, comme je l'ai dit tout à l'heure, une idée, excusez-moi, je fais deux choses en même temps, c'est pas bien. Je prépare, hop, ok. Dans le mot effort, souvent on pense qu'il faut de la force, il faut, voilà, il faut pousser, il faut, on est épuisé, voilà. Alors que pas du tout. Donc si vous voyez ce schéma, on a la pleine conscience au milieu. C'est-à-dire qu'on est, c'est un peu comme un radar. on sait ce qui se passe, ok. Et comme une balance, un équilibre, en fait, la pleine conscience joue le rôle un peu d'équilibre entre cette notion d'effort, d'être continu, d'être diligent, et de concentration. Et pareil, dans la concentration, souvent, on aurait plutôt la tendance à avoir les traits sur le front, on est concentré, il faut être focus, il faut... voilà. C'est pas cette concentration-là dont on parle. La concentration, c'est plus est fondée à la base
avec une tranquillité, avec une sérénité, avec un calme, une paix, un silence. Quand on revient à notre respiration, quand on est consciente, notre inspire, notre expire, on fait une session de méditation assise ou de marche. Si on fait ça pendant 2 minutes, bon, c'est bien. Si on peut faire ça pendant plusieurs minutes, voire 20 minutes, une demi-heure, on peut atteindre une certaine sorte de concentration. Et c'est par une sérénité qui s'est installée dans notre corps et notre esprit. Si notre esprit est toujours en train de batailler ou avec des notions, il faut que je me concentre sur l'impermanence, il faut que je me concentre sur le non-soi, il faut que j'atteigne, etc., etc. Jamais, jamais on y arrivera. Donc, cette pleine conscience, vous vous souvenez d'un des dessins que je vous ai montré avec la pleine conscience comme objet, notre corps, nos sensations, notre esprit, hein, les 4 objets de la pleine conscience. Je sais que ça ne paraît pas très attrayant, mais si on se contente de se concentrer sur notre corps, il y a déjà 75 000 portes qui s'ouvrent. Et c'est surtout parce qu'on est trop pris par notre mental. Et qu'on n'a pas forcément appris à prendre soin de nos émotions, de nos sensations à l'école ou dans notre éducation moderne. Donc de commencer par le corps et de ne pas lâcher le corps en tant que comme un médium qui nous dit « Ok, est-ce que je me sens bien là? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis tranquille ?» Non. Ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, je retourne dans mon attention appropriée. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui est réveillé en moi? Ah, ok, j'ai de l'angoisse. Je donne un enseignement. Oh là là, j'ai le cœur qui bat. Bon, d'accord. Bon, ok. J'ai confiance, ça va bien se passer. Voilà, donc je change de CD. Okay, trouver des moyens habiles pour éviter d'arroser les graines qui mènent direct à, bon, j'ai presque envie de dire, à des maladies. Les peurs, les angoisses, tout ça, on sait que ça fait des blocages énergétiques, des blocages dans le corps. Et après, ça peut faire des maladies. Donc, de pouvoir trouver des moyens habiles, changer le CD, utiliser notre mental habilement, intelligemment pour arroser ce qu'il y a de meilleur en nous. Arroser la confiance en nous. Et là encore, c'est pas une confiance aveugle. Donc là, on est sur le diapo des 5 forces. Et Tai voudrait rajouter une 6e force qui est le lâcher-prise. Cette confiance, ce n'est pas une confiance aveugle dans les textes, dans un maître, c'est vraiment dans notre propre expérience. Si ça marche, alors, oui, évidemment, on a confiance. Même si c'est un tout petit pas, même si on a encore reculé de 2 pas, c'est pas grave, mais on a cette expérience que, ah, bah oui, ça, on se sent un peu mieux. On a cette expérience de, ah ben l'autre jour, j'étais avec cette personne et j'ai réussi à ne pas réagir. J'ai réussi à l'écouter. Ben, c'est formidable. Et donc, un lien avec le grand mot sagesse, de notamment tout est impermanent, tout change. De la sagesse
que nous sommes tous reliés avec le vivant, les uns les autres. J'aimerais inviter Sœur Shangma à en éteindre son cloche. Et on peut se détendre, fermer les yeux, juste revenir à notre souffle, apprécier l'instant. Dans la confiance, il y a aussi un élément à ne pas perdre de vue. C'est que le travail que nous faisons sur nous-mêmes a d'ores et déjà un impact sur le monde. Le travail intérieur n'est pas séparé de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose d'important à se souvenir quand on est peut-être face à des sujets importants comme le changement climatique où les décideurs ne semblent pas être capables de bouger les choses. Ou alors, au contraire, dans notre sphère familiale, amicale, où parfois peut-être on aurait envie que les personnes soient différentes. On sait qu'on ne peut pas changer les autres. Même si, voilà, même si on aimerait, on peut les accompagner, on peut les aider, mais le changement se fait à l'intérieur. Donc la chose, là où on peut, c'est nous.
Et lorsque notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de parler, notre manière de regarder le monde, de regarder les autres, de bien aimer, change de manière plus ouverte, de manière en étant en lien avec cette réalité de l'impermanence, cette réalité de ce qu'on appelle le non-soi ou l'inter-être. On sait que ça prend du temps. Par notre propre expérience déjà, on voit bien que on a beau être sur le chemin depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années, on a encore beaucoup de choses à transformer. Pour être libre. Pour toucher cet éveil. Cette capacité d'être équanime. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, on arrive à garder notre joie de vivre. On arrive à garder notre cœur ouvert. Thaï nous encourage beaucoup à amener la pleine conscience dans notre vie quotidienne pour ne pas faire une séparation entre la dimension spirituelle et la dimension profane, mondaine, mais de pouvoir imbriquer la dimension spirituelle dans notre vie quotidienne, sans pour autant devenir monastique, sans pour autant passer 3/4 du temps en retraite dans les monastères. Là, on est dans le bouddhisme engagé, dans le bouddhisme appliqué, ici, maintenant, avec les enfants, en faisant les courses, au travail. Comment garder cet esprit d'éveil, cet esprit d'amour, cette bodhicitta dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est à la base, au fondement de pourquoi est-ce qu'on est là ensemble. S'il n'y avait pas une infime espoir, confiance, que oui, il y a ça en nous, et ça a besoin d'être réveillé, ça a besoin d'être arrosé, peut-être encore plus souvent que ce qu'on le fait, pour que c'est un impact, pour que un jour on se lève et on se sent différent. Et là encore, dans la diligence, dans l'effort, le continu de notre pratique, que nous pouvons amener à la maison, que nous pouvons amener au travail, que nous pouvons amener avec les amis, partout. Cette pleine conscience qui nous permet de savoir ce qui se passe, nous permet de savoir quoi dire ou ne pas quoi dire, quoi faire, ne pas quoi faire.
Mais si on est, oui, emporté par tout ce qui se passe et par les conversations et qu'on n'a pas du tout de pleine conscience, on est un peu perdu, quoi. Et on n'est pas libre du tout, même si on pense qu'on est libre, qu'on peut faire ce qu'on veut. On sait bien que profondément, on a un grand manque de liberté. On a vu ensemble les 5 forces, la confiance, l'effort, la diligence, la concentration, la pleine conscience, la vision profonde, la sagesse. Et le lâcher-prise, la 6e, que Thaï voilà, nous propose. De pouvoir lâcher prise et de pouvoir regarder le monde avec un nouveau regard, avec le regard du débutant, de je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui tu es. Et d'avoir cette curiosité qui va nous donner de l'énergie. Et aussi avec la confiance. Quand on a confiance, on se dit ouais, ok, ben je vais le faire. Ok, j'ai de l'énergie pour le faire. Et il y a aussi je l'ai dit tout à l'heure, une joie dans la pratique. Si on est sur le chemin, si on écoute des tas et des tas d'enseignements, qu'on lit des tas et des tas de livres sur la pratique, le bouddhisme, qu'on va au temple et qu'on qu'on prie et qu'on se retrouve en sangha et qu'il n'y a pas de joie, il y a quelque chose qui cloche. Donc là encore, pourquoi est-ce que j'ai pas de joie? Pourquoi est-ce que la joie de vivre n'est pas là? Pourquoi est-ce que l'amour de la vie n'est pas là? Donc de regarder, hein, plus, moins, qu'est-ce que j'arrose dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce qui est arrosé? C'est pas forcément actif, le plus souvent c'est passif. Tout ce qu'on voit sur les écrans, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ça c'est de la nourriture. Donc de choisir des choses bienfaisantes pour que cette joie, cette paix puisse avoir une opportunité, avoir une occasion de fleurir dans notre conscience du mental, dans notre vie, pour notre propre bénéfice et pour le bénéfice des personnes qui nous entourent et pour le monde. Nos paroles, nos pensées, nos actions sont ce qu'on appelle dans le bouddhisme le karma. Et donc, ce que nous produisons, en fait, les fruits que nous offrons au monde, qui en retour nourrissent. Donc c'est comme un cycle. Hein. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer de bons amis, de s'entourer de choses qui nourrissent la compassion.
qui nourrissent la compréhension, le pardon. De pouvoir être calme, de pouvoir écouter quelqu'un dans sa souffrance. Pas tout le monde peut le faire. Mais lorsque la pratique des cailloux qu'on a fait ensemble est quelque chose qui fait partie de notre vie, pas forcément sous cette forme, mais si nous prêtons attention à ce que notre joie, notre stabilité, notre possibilité de revenir dans notre île intérieure par notre respiration, d'être ancré avec le nombril, en dessous du nombril. Donc ça, c'est aussi physique, c'est aussi corporel. C'est pas juste dimension spirituelle, transcendantale, non. Ok. On est dans notre corps et notre corps est là aussi pour nous aider à être présent. Toutes nos cellules sont là et vibrent dans la solidité, dans la stabilité. Je suis bien ancrée, je t'écoute dans ta souffrance pour soulager ta souffrance. C'est le Bodhisattva Avalokiteshvara qui écoute la souffrance du monde, la compassion aimante. Mais pas tout le monde n'a cette capacité. Il faut pouvoir développer, cultiver, s'entraîner. Et c'est pareil peut-être avec nos enfants ou nos parents, nos amis, nos collègues. Même si on a cette intention de vouloir aider, de vouloir soulager, peut-être on n'a pas encore la capacité. Et le meilleur moyen de le faire, de développer cette capacité, c'est de commencer par nous, d'écouter notre souffrance, de prendre notre souffrance dans les bras, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir aller marcher avec. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui, on est capable de faire ça. Mais ça demande un entraînement et il ne faut pas brûler les étapes. Ça demande aussi de l'aide de la part des trois joyaux, des amis qui sont là, qui ont déjà fait cette expérience et qui peuvent nous accompagner. Ils ne le feront pas pour nous, mais ils sont juste là, à nos côtés. Les pratiques du Dharma, les différentes pratiques, les touchers de la terre, l'assise, la relaxation totale, les renouveaux, les lettres d'amour. Voilà, il y a une grande diversité et encore plein de choses aussi que nous pouvons nous-mêmes créer qui peuvent être plus appropriées pour notre situation et recevoir l'aide de ceux qui ont marché avant sur ce chemin, les grands êtres, Thaï, nos grands frères, nos grandes sœurs, les saints, les saintes. Donc de ne pas brûler les étapes. Et de surtout, puisque je parle pour moi, je sais que la joie était un élément qui était assez manquant dans ma vie avant. Donc ça a pris du temps pour que cette joie soit présente dans ma vie. Même si l'environnement dans lequel je vivais, le village des Pruniers, était propice, mais parce que cette graine était toute petite, il a fallu du temps.
Et une des pratiques que vous pouvez faire, qui est assez simple, mais comme beaucoup de nos pratiques sont assez simples, mais qui portent des fruits. Quand on s'abandonne réellement, c'est pas du mental, hein. C'est vraiment, j'ai encore envie de le dire, c'est avec nos cellules, c'est tout, ça vibre en nous quand on le fait, ok? De se souvenir, de faire la liste de toutes les conditions du bonheur, de toutes les choses qu'on a déjà. Tai nous dit, si vous commencez la liste, une page, ça suffit pas, 2 pages, ça suffit pas. Et donc, au lieu de focaliser sur le petit point noir sur une feuille, regardez la feuille. Et quand on peut faire cette expérience, ou quand on est conscient de toutes les choses qu'on a déjà, je ne parle pas des choses matérielles, évidemment, ça fait partie aussi du lot. On a un toit, on a de l'eau, on a de la nourriture, on a des habits. Voilà, on n'est pas en guerre, pas pour l'instant. Voilà, toutes ces choses. Voilà, je dis pas pour l'instant, tout est impermanent, ça se trouve. Qui sait, dans quelques années, ça va beaucoup changer. Donc de pouvoir aujourd'hui, quand on est submergé ou quand on est, voilà, la vie, quand on est un peu démotivé ou quand il y a quelque chose qui nous arrive et que, oui, qu'on est submergé par des émotions fortes, tout de suite, on peut utiliser ce moyen habile pour se rendre compte qu'on a encore beaucoup de chance d'avoir un corps qui est en bonne santé, même s'il y a des choses qui commencent un peu à ne pas aller, mais quand même, on a des yeux pour voir la beauté du monde, on a des oreilles pour entendre le chant des oiseaux, on peut sentir le vent, le soleil, la chaleur du soleil. C'est des petites choses qui d'habitude sont neutres, des sensations neutres. Là, on revient dans les 4 objets de la pleine conscience, le corps, les sensations. 3 types de sensations. Sensations positives, sensations négatives, sensations neutres. Alors, dans votre vie, lesquelles des 3 est majoritaire? Sans la pleine conscience, probablement les sensations neutres ou les sensations négatives, puisque ce sont elles qui, en général, prennent le dessus. Donc, encore une fois, être actif et pas passif, et même en fait, et ne pas attendre forcément qu'il y ait quelque chose qui se passe, et d'avoir une émotion forte, etc. Mais d'instaurer cette habitude de vivre et d'être en contact avec toutes les conditions de bonheur qui sont déjà là, en moi et autour de moi, pour arroser cette graine de joie et de bonheur le plus souvent possible, dans une dimension vraiment réelle, hein, comme ce que j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, pour que le jour où il y a quelque chose qui se passe, eh ben, on ne soit pas submergé, justement. Que la balance entre la graine de joie et de bonheur et la graine de désespoir, de tristesse, de jalousie,
soit au minimum égale. Ou alors même, l'idéal serait que le joie et la, la joie et le bonheur soient, soient plus présents, prennent le dessus. Parce qu'évidemment, c'est sûr, on est sensible avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe pour nos bien-aimés. Donc la tristesse, peut-être parfois la colère, la frustration. C'est normal. Ok, il n'y a rien, voilà. On n'est pas dans le jugement de bien, mal. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je peux choisir, même dans cette situation, de revenir en moi-même, de toucher les graines de paix, les graines de calme, les graines de joie, la joie de vivre. On ne parle pas d'une joie mondaine, mais voilà, une joie, un amour de la vie. Est-ce que je peux choisir? Ou est-ce que je me laisse entraîner par, par l'émotion, par le mental qui va avec, par après la consommation qui peut aller avec, ouvrir le frigo, ou aller boire un coup, ou regarder un film, ou juste pour apaiser, ou pour éviter, ou, pour, ou parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc, peut-être que finalement, cette capacité d'aimer, cet esprit d'amour, cet esprit d'éveil, nous permet d'être notre ami, d'être la personne en qui je peux prendre refuge, la personne qui peut me comprendre, qui peut m'écouter, de prendre refuge dans mon île intérieure. Je ne pourrais pas être amie avec moi-même si je suis tout le temps en train de repousser ce qui est en moi, à savoir la colère, la jalousie, le désespoir, la tristesse, mais de pouvoir accueillir ces émotions avec la pleine conscience, de pouvoir savoir ne pas les arroser, ou au contraire d'arroser, de toucher quelque chose de positif pour changer le CD de manière habile, pour que ces graines négatives retombent dans le tréfonds et deviennent de plus en plus petites, alors que les graines positives deviennent de plus en plus grandes.
J'aimerais finir mon partage avec encore une sorte de, pas forcément un récapitulatif, mais quelques points par rapport à la prise de refuge, qui est juste un aspect de notre chemin spirituel. Donc, ce sont juste quelques points, hein. Il y a plein d'autres trucs et je suis sûre que vous en avez d'autres à dire. Des choses qui me semblaient intéressantes et importantes. De se savoir vulnérable. Quand on prend refuge, quand on est à la montagne et que l'orage arrive ou que la tempête arrive ou on est en danger. Ok. Et donc de se savoir vulnérable dans ce monde qui quand même est un peu chaotique, faire preuve d'humilité et de dire ok, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous, même si c'est pas forcément dit à haute voix, mais de le reconnaître intérieurement. Ça évitera probablement beaucoup d'accidents sur la route, sur votre chemin. Autre chose que j'ai déjà mentionné, le fait de savoir que je ne sais pas et de pas ou au contraire, non pas au contraire, mais notre maître a fait une très belle calligraphie. C'est en êtes-vous certain? Are you sure? Hein. Donc, je crois qu'elle est, elle est accessible sur Google. Donc, peut-être c'est quelque chose que vous pouvez imprimer et la mettre quelque part chez vous. Et encore une fois, de faire attention. De faire attention, d'être en pleine conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et aussi des informations qu'on reçoit dans une conversation, ou bon, voilà, tout ce qui se dit, et d'éviter de tomber dans des extrêmes ou dans des vues limitées, mais de toucher cet esprit du débutant, cet esprit de voilà, je ne sais pas, et à la limite, bon, j'ai envie de savoir, mais c'est voilà, je suis curieuse, curieux, mais j'ai pas envie de me limiter à ah oui, ben non, mais je sais, voilà, j'ai déjà appris, j'ai déjà fait, je sais comment on fait, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Non. Et si j'essayais quelque chose d'une manière différente demain? Et si je voilà, expérimentais la vie d'une manière différente? Prendre refuge, c'est, on l'a vu, aussi se libérer de cette emprise de l'individualisme et de vraiment tout miser sur, sur le collectif. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Pour vous le dire clairement. Et évidemment, dans le collectif, encore une fois, j'inclus tous les êtres, vivants, non vivants, humains, non humains. De vraiment se sentir relié à la vie dans sa continuité, dans le courant de vie. Qu'on est juste une petit microcosme, petite poussière, vue du dessus.
et que le collectif, la Sangha, mais aussi voilà, au-delà de ce qu'on appelle habituellement la Sangha, est une source de fraîcheur, de renouveau, dans le sens où on n'est pas forcément tout le temps dans notre zone de confort. Chez nous, à la maison, entre nos 4 murs, bon, ben, on fait notre truc et puis voilà, on est bien, quoi. Mais quand on va, voilà, quand on va vivre une retraite avec plusieurs personnes ou entre amis ou en famille, avec les interactions, et ben là, on se frotte un peu plus et on se rend compte que finalement, ben, voilà, on n'est pas très libre. Et ça va, c'est OK. C'est OK. Mais c'est là où on commence. C'est là le début. De se dire: «Ah, ben là, tiens, hier, fou, bah non, ça s'est vraiment pas bien passé pour moi, hein. J'ai pu remarquer que, voilà, j'étais comme ça, j'étais comme ci. Alors, comment est-ce que je pourrais m'améliorer? Comment est-ce que, heu, je pourrais être, plus aimant, plus aimante, moins dans le jugement?» et cetera. Et la réponse finale, c'est de toujours revenir à soi, hein, et de lâcher prise. De lâcher prise de, qui on est, qui on doit être, notre identité, qu'est-ce qu'on doit faire? D'avoir confiance et être serein, sereine, de sentir profondément en soi que les enseignements, peu importe, voilà, quels qu'ils soient, nous touchent et nous libèrent et arrosent notre capacité d'aimer, notre capacité de pardonner, de comprendre, notre capacité de regarder la réalité telle qu'elle est. Tout est impermanent, tout va changer. En 3000 ans, dans 3000 ans, à quoi bon s'engueuler aujourd'hui? La joie, j'espère que vous l'avez senti à travers mon partage. La joie comme cause, mais aussi comme effet, comme cause. J'ai déjà mentionné, si la joie n'est pas là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc revoir, peut-être demander à un frère, une sœur, d'avoir une consultation, d'essayer de comprendre où est le blocage. Et finalement, du coup, prendre refuge à l'extérieur, entre guillemets. À l'extérieur, donc par exemple les 3 joyaux, donc le Bouddha, les enseignements, les enseignants, le Dharma, la Sangha, les amis. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, quelque chose à l'extérieur. Tout ça, ça nourrit l'intérieur. OK? Donc prendre refuge, c'est finalement prendre soin de notre île intérieure. Prendre soin de soi. Et nous ne sommes pas des entités séparées avec un contour ferme. Nous sommes en lien permanent avec le monde qui nous entoure. Donc prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde.
prendre refuge. C'est finalement être en contact avec la vie, avec ses merveilles, aussi avec ce qu'elle a de douloureux. Hein, la première noble vérité, la souffrance existe. On le sait, on le sait tous, on l'a tous expérimenté. Prendre refuge dans la vie. Avoir confiance. Et s'imaginer libre comme l'espace. Est-ce que cette image vous parle? Donc de retourner à la dimension ultime, dans notre dimension quotidienne, de toucher ce qu'il y a d'immense, comme la photo que je viens de montrer, de savoir que tout est impermanent, que nous ne sommes pas séparés. Et que nous ne pouvons pas vivre les uns les autres en pensant que nous sommes des individus et que chacun fait son truc. Ça ne marche pas. J'aimerais vous proposer, pour finir, une méditation très courte. Je vous propose de fermer les yeux, de revenir dans votre corps, pleine conscience du corps. Pleine conscience de votre souffle. Nous allons partir à la découverte de nos ancêtres non humains, végétaux, minéraux. J'inspire. Tu sais qu'en moi, il y a tous ces éléments non humains. Qui suis-je? Un chat? Un cheval? Il y a aussi les éléments végétaux et minéraux. Je vous invite individuellement à vous laisser aller complètement et vous pouvez passer d'un animal, d'un autre animal, ensuite passer au végétal, au minéral, peu importe. Vous laissez glisser, vous laissez couler le flot et vous vous imaginez être un crabe, un corail, une algue, peu importe. Chacun fait sa méditation, sa contemplation et laissez-vous être un débutant. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas tout ce que vous contenez. Qu'est-ce qui vient à votre esprit maintenant? On va faire ça pendant 1 ou 2 minutes.
Tous ces éléments sont en moi. Je suis la terre. La terre est moi. Nous allons écouter 3 sons de cloche. Nous pourrons rester avec notre souffle et être pleinement conscients de ce qui se passe.